Le Bitcoin, c'est une nouvelle monnaie virtuelle, une crypto-monnaie. Une monnaie qu'on ne peut pas saisir dans ses mains comme des pièces de monnaie, mais qui existe dans l'ordinateur et qui pourtant a de la valeur. Pour certains, c'est même le futur de la monnaie. Avant d'introduire le Bitcoin, je pense qu'il serait quand même intéressant de parler des euros, des dollars. Vous avez, vous aussi, je pense, des pièces de monnaie dans votre poche, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça signifie ? Pourquoi est-ce qu'on les a créés et pourquoi est-ce que ça a de la valeur? On va découvrir ça dans ce premier chapitre. Avant de créer la monnaie, les échanges se faisaient surtout à base de troc. Par exemple, si je possède 2 bœufs et que je veux les échanger contre quelqu'un qui possède un cheval, je prends mes 2 bœufs, je les donne à la personne qui possède un cheval et je récupère le cheval. Sur le principe, ça fonctionne. On dit que tout ce qui est plus rare est généralement plus cher. Donc si par exemple les bœufs sont plus courants que les chevaux, c'est normal que 2 bœufs vaillent un cheval. Sur le papier, c'est comme ça que ça marchait. Mais en pratique, c'était pas forcément super facile à utiliser parce que imaginez que vous vouliez un seul bœuf et vous possédez un cheval. Vous n'allez pas couper votre cheval en 2. Ça, c'était bien le problème avec l'époque du troc. Alors très vite, on a envisagé d'autres éléments qui étaient en fait les embryons des monnaies. On trouve des traces de la monnaie assez loin dans le temps en fait. Quelques centaines d'années avant Jésus-Christ déjà, on utilisait des couteaux comme équivalent de pièces de monnaie. Et puis évidemment, l'or a été utilisé en pièces de monnaie, notamment à l'époque romaine, et c'est devenu un peu l'outil de base pour s'échanger de l'argent. Mais il y a d'autres éléments qui ont été utilisés même à cette époque. Les légionnaires romains étaient, paraît-il, payés en sel. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot salaire. Mais évidemment, ces pièces d'or n'étaient pas toujours très pratiques, puisque l'or avait de la valeur. Si on perdait cet or, eh bien on perdait l'argent. Et donc ça a commencé à devenir un problème. Les gens qui avaient de l'or et qui ne voulaient pas se le faire voler, ont commencé à le déposer dans des coffres-forts chez le spécialiste de l'or à l'époque, l'orfèvre. L'orfèvre récupérait l'or ou les pièces d'or et le plaçait dans un coffre-fort, comme ça. Et en échange, il donnait un papier, une sorte de bon qui indiquait « Ok, j'ai récupéré telle somme d'or et donc ce bon vaut telle somme d'or. » Et comme ça, la personne repartait avec son bon qui représentait l'argent qu'elle pouvait venir récupérer à tout moment contre les pièces d'or. Évidemment, ce système était pratique parce que du coup, c'était moins lourd à transporter. Ce bon représentait l'argent. Et les gens ont commencé à se dire, eh bien, si ce bon représente de l'argent, je vais pouvoir l'utiliser pour acheter des objets. Ou par exemple, acheter un cheval contre ce bon, contre 1 tonne d'or. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait à réaliser qu'on pouvait utiliser des papiers contre des biens qui représentaient de l'or. Ces bons étaient en fait les ancêtres des pièces de monnaie et des billets tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et un jour, il a commencé à se passer quelque chose dans la tête des orfèvres. Ils ont constaté que les clients venaient rarement récupérer l'or qui était entreposé dans les coffres. Et donc ils se sont dit, pourquoi est-ce que je diffuserai pas un deuxième bon alors que je n'ai pas encore reçu d'or? Par exemple, on a un bon pour 1 tonne d'or, 1 tonne d'or à l'intérieur, mais je vais sortir un deuxième bon pour 1 tonne d'or que je vais donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que du coup, il y avait 2 tonnes d'or sur papier en circulation, mais en réalité, 1 seule tonne d'or à l'intérieur du coffre. Et ça a fonctionné. Ça a permis de créer de la liquidité sur le marché, et donc les gens pouvaient continuer à s'échanger de l'argent, même s'il n'y avait pas exactement l'équivalent en or dans le coffre-fort. C'est encore comme ça que fonctionnent les banques aujourd'hui. Elles ont distribué beaucoup plus de billets qu'elles ne possèdent en réalité d'argent dans leur coffre-fort. Alors vous me direz, c'est pas normal, ça peut pas marcher. Et je vous dirais, c'est vrai qu'en théorie, ça peut pas marcher, mais dans la pratique, ça fonctionne si tout le monde ne vient pas récupérer son argent en même temps. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu l'histoire de bank run, où toutes les personnes dans un pays se ruent vers les distributeurs de billets pour récupérer leur argent. Si tout le monde fait ça en même temps, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Mais si les gens ne viennent pas récupérer leur argent en même temps, ça fonctionne. Faisons maintenant un saut dans le temps, jusqu'en 1914. Les monnaies nationales étaient directement convertibles en or. Par exemple, les francs pouvaient directement être convertis dans une certaine quantité d'or. En 1944, avec les accords de Bretton Woods, il a été décidé au niveau international que seul le dollar était directement convertible en or. Et puis, encore des années plus tard, en 1971, les États-Unis ont décidé d'abandonner la convertibilité du dollar en or.
Désormais, un dollar n'était plus directement égal à une certaine quantité d'or. Cela leur a permis, notamment, d'imprimer plus de billets qu'il n'y avait d'or. Et aujourd'hui, eh bien, notre monnaie n'est plus directement convertible en or. Aucune monnaie n'est convertible en or. Mais les monnaies sont convertibles dans d'autres monnaies. Par exemple, un dollar vaut 1,20 €. Et ce sont des cours flottants, c'est-à-dire que ça peut évoluer au cours de la journée. Voilà le fonctionnement des monnaies aujourd'hui. Chaque monnaie est convertible directement dans une autre monnaie et vice-versa. On dit que ce sont des cours flottants. Enfin, il reste une dernière chose que j'aimerais vous expliquer à propos du fonctionnement de l'argent qu'il y a sur votre compte en banque. Quand vous voyez marqué 1000 € sur votre compte en banque, vous pensez qu'il y a l'équivalent de 1000 € dans le coffre-fort de la banque. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce 1000 € correspond à une somme que la banque vous doit. Une somme qu'elle a peut-être dans son coffre-fort, mais comme je vous le disais, peut-être aussi qu'elle n'a pas cette quantité d'argent. Simplement, les 1000 € indiquent une dette de la banque envers vous. Cela veut donc dire une chose très importante, l'argent qui est représenté sur votre compte en banque n'est qu'une ligne en base de données. Elle ne correspond pas à un élément matériel précis. C'est simplement une reconnaissance de dette de la banque envers vous. Ça fait réfléchir, puisque ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les monnaies aujourd'hui. Évidemment, j'espérais pas vous faire une synthèse complète du fonctionnement de la monnaie, parce que c'est un sujet très long, très délicat, très complexe, et je suis pas moi-même un spécialiste. Mais j'espère déjà vous avoir éclairé sur le fonctionnement des monnaies, et ça va nous permettre, dans les prochains chapitres, de bien comprendre pourquoi le Bitcoin a été créé et quel est son rapport avec la monnaie actuelle.